C'était tôt le matin, le premier jour de l'année 2025. Alors que beaucoup dormaient et que d'autres célébraient encore, un événement historique s'est produit. La Russie était sur le point de voir s'effondrer l'un des plus grands piliers de son économie sous ses yeux. Il était environ 5 heures du matin lorsque l'Ukraine, en pleine guerre contre la Russie, a décidé de couper le transit du gaz russe qui traversait son territoire en direction de l'Europe. Volodymyr Zelensky a déclaré le mois dernier qu'il ne donnerait plus à la Russie l'opportunité de gagner des milliards supplémentaires. Une décision pour le moins audacieuse et très risquée. Mais tout indique que c'était aussi une décision stratégique. C'est parce que cette initiative de la part de l'Ukraine semble faire partie d'un plan plus large, impliquant d'autres pays et même la Syrie. Oui, avec la chute d'Assad, une nouvelle voie semble s'ouvrir et pourrait complètement changer le jeu d'influence sur l'énergie qui alimente le continent européen. Mais calmez-vous, avant d'aborder ce sujet, nous devons d'abord répondre à une question intrigante. Pourquoi l'Ukraine a-t-elle décidé de faire cela? Eh bien, la raison principale est claire, faire pression sur la Russie. Sans cette route de gaz, les Russes perdent l'une de leurs plus grandes armes d'influence sur le continent européen. C'est parce que, depuis l'époque soviétique, l'infrastructure des gazoducs faisait de l'Ukraine une route cruciale pour l'approvisionnement en énergie de l'Europe. La gigantesque entreprise d'État russe Gazprom a confirmé que l'approvisionnement a été interrompu après que l'Ukraine a refusé de renouveler le contrat. Et les Russes, d'une certaine manière, imaginaient déjà que cela pourrait arriver. Néanmoins, nous ne pouvons pas nier que cela a été un coup dévastateur pour eux. Et voulez-vous savoir pourquoi? Ils ont perdu l'un de leurs plus gros clients, l'Europe. Les Russes estiment que les pertes atteindront environ 5 milliards de dollars par an. Imaginez à quel point cela sera dévastateur pour l'économie russe. Après tout, les pays européens sont connus pour être de bons payeurs. Ajoutez cela à la crise économique dans laquelle la Russie est en train de plonger en ce moment, et vous avez la recette parfaite pour le désastre. Mais bien sûr, l'Ukraine n'est pas sortie indemne de cela. Le pays a également subi des pertes financières significatives. On estime que le préjudice pour les Ukrainiens atteint 1 milliard de dollars par an en frais de transit. Mais, comme vous pouvez le voir, les Ukrainiens semblent prêts à payer ce prix, car ils croient qu'ils affaiblissent leur ennemi. Et il n'y a pas que l'argent en jeu. Cette perte représente quelque chose de encore plus grand. La perte de l'influence russe qu'ils ont durement construite pendant des décennies. Voyez, jusqu'à il y a peu de temps, environ 15 milliards de mètres cubes de gaz circulaient encore de la Russie vers l'Europe via l'Ukraine. Maintenant, avec cette coupure, la Russie perd également sa capacité à maintenir des alliances stratégiques basées sur la fourniture d'énergie. Sachant cela, depuis 2022, l'Europe se prépare à ce nouveau scénario. Ils savaient que dépendre du gaz venant de la Russie serait comme se tirer une balle dans le pied. Et maintenant, avec la Russie hors jeu, de nouveaux acteurs ont pris la tête de l'approvisionnement européen. L'Allemagne, par exemple, qui était l'un des plus grands consommateurs de gaz russe, a réussi à réduire drastiquement cette dépendance en investissant dans la construction et l'expansion de terminaux pour le gaz naturel liquéfié. Ces terminaux ont permis au pays d'importer du gaz d'autres fournisseurs. La France, les Pays-Bas et l'Italie ont suivi des voies similaires, augmentant les importations de gaz naturel liquéfié et profitant de routes alternatives comme les gazoducs qui relient l'Italie à l'Algérie. La Norvège, quant à elle, a intensifié ses exportations de gaz par canalisation en utilisant son infrastructure avancée de gazoducs sous-marins. Le Qatar a considérablement augmenté ses exportations de gaz naturel liquéfié, profitant de la forte demande, tandis que les États-Unis ont consolidé leur position en tant que l'un des principaux fournisseurs de gaz liquéfié pour l'Europe. Le problème est que ce changement n'est pas venu sans coût. Des pays comme la Hongrie, qui reçoit encore du gaz par le gazoduc Turk Stream, et la Slovaquie ont dû faire face à des coûts supplémentaires
pour obtenir du gaz d'autres sources et sont devenus encore plus exposés. De plus, le passage à des sources alternatives de gaz a fait monter les prix de l'énergie dans de nombreux pays européens, affectant les consommateurs et les industries. De plus, l'adaptation a nécessité des investissements massifs dans l'infrastructure, comme de nouveaux terminaux et des itinéraires de transport. Mais voici où cela devient intéressant. Dans ce scénario, un pays a commencé à émerger avec des plans pour résoudre ce problème. La Turquie. Pour mieux comprendre cela, nous devons remonter un peu dans le temps. Dans les années 2000, Bachar al-Assad a été élu président de la Syrie. Et pendant son mandat, la Turquie, en partenariat avec le Qatar, a lancé un nouveau projet de gazoduc. À l'origine, ce gazoduc était proposé pour transporter du gaz naturel du plus grand champ de gaz au monde, le South Pars North Dome, situé dans le Golfe Persique, en passant par l'Arabie Saoudite, la Jordanie, la Syrie et arrivant en Turquie où il se connecterait au réseau européen de gazoducs. Comme vous pouvez le voir, cette idée de réduire la dépendance européenne au gaz russe est plus ancienne. Mais pour la Turquie, ce projet, en plus de diversifier les fournisseurs de gaz, transformerait le pays en un important fournisseur d'énergie. Le South Pars North Dome est partagé entre le Qatar et l'Iran, avec environ 70% de ses réserves sur le territoire qatari. On estime que ces réserves sont équivalentes à tous les autres champs de gaz du monde combiné, avec environ 90% encore non explorés. À la même époque, l'Iran et le Qatar ont tous deux présenté des projets de gazoducs pour transporter ce gaz vers l'Europe. Le projet iranien, connu sous le nom de gazoduc de l'amitié, prévoyait un itinéraire passant par l'Irak et la Syrie, traversant la Méditerranée. Le projet du Qatar, quant à lui, passait par la Jordanie et la Syrie jusqu'à la Turquie et était soutenu par les États-Unis. Et voulez-vous savoir pourquoi ce gazoduc n'a jamais quitté le papier? Personne d'autre que Bachar al-Assad. Pendant toutes les années où il a été au pouvoir, Assad a bloqué toute initiative de construction du gazoduc qui devrait inévitablement passer par la Syrie. La raison? Pour protéger ses principaux alliés, la Russie et l'Iran. Et c'est ici que nous commençons à assembler les pièces de ce puzzle. Voyez, avec la chute de Bachar al-Assad en Syrie, en décembre de l'année dernière, les plans pour la construction du gazoduc sont revenus à la surface. Maintenant, sans Assad sur le chemin, la Turquie pourrait concrétiser ses plans dans la région. Mais, comme tout au Moyen-Orient, rien n'est si simple. Pour rendre le projet viable, la Turquie devra maintenant négocier avec le groupe islamique Hayat Tahrir al-Sham, qui a pris le pouvoir en Syrie. Le groupe HTS a déjà montré sa volonté de reconstruire l'infrastructure et l'économie du pays. Mais il y a un problème. Ils sont considérés comme une organisation terroriste par les États-Unis, l'Union européenne et l'Organisation des Nations Unies, et cela complique encore plus les négociations internationales et les investissements potentiels. Et dans ce scénario, la Turquie est une pièce clé. Ces dernières années, le pays a servi de médiateur dans les négociations entre le HTS et d'autres factions dans le nord de la Syrie, cherchant à stabiliser la région et à protéger ses intérêts. Après la chute d'Assad, l'engagement de la Turquie avec le HTS pourrait faciliter la réalisation du projet de gazoduc en accord avec ses objectifs stratégiques et économiques. Un autre pays qui montre de l'intérêt pour les événements récents en Syrie est les États-Unis, en particulier en ce qui concerne le nouveau leadership. Bien que les États-Unis considèrent le HTS comme une organisation terroriste, ils ont essayé de maintenir le contact avec le groupe en leur demandant de soutenir la formation d'un gouvernement de transition. Si cela se produit, cela pourrait ouvrir la voie à la création de ce gazoduc. Pendant ce temps, la Russie et l'Iran, qui avaient une grande influence pendant le régime d'Assad, essaient maintenant désespérément de protéger leurs propres intérêts. Seulement, le moment est terrible pour les deux. La Russie est plongée dans une guerre épuisante depuis près de 3 ans et l'Iran est plongé dans une crise profonde.
Affaiblis, les deux pays semblent incapables d'exercer l'influence nécessaire dans la région. Comme vous pouvez le voir, la chute d'Assad a transformé la Syrie en un champ d'opportunités, principalement pour la Turquie. S'ils parviennent à réaliser leurs projets sur le territoire syrien, ils pourraient très bien s'établir comme l'un des plus grands fournisseurs de gaz au monde. Et la Russie, d'autre part, perd l'un de ses principaux leviers en Europe, l'énergie. Et sachant cela, je laisse une question. Avec toutes ces pertes économiques et stratégiques, est-ce vraiment que cela valait la peine pour la Russie de commencer cette guerre? Qu'est-ce que vous pensez? Donnez votre avis en commentaire. Quoi qu'il en soit, une chose est très claire. L'ère du gaz russe en Europe est terminée et la lutte pour le contrôle de l'énergie mondiale ne fait que commencer. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne. À la prochaine!